Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Il y a beaucoup de gens qui espéraient être en vacances pendant que Philippe Richard Bertrand serait en vacances ou en Californie. Mais non, il continue à fouiller et à trouver les failles de notre administration. Bonjour, Philippe Richard. Salut, comment ça va? Ben, ça va bien, mais là, tu risques de me faire de la peine parce que tu vas me parler des taux d'intérêt hypothécaires, entre autres. Oui, mais en fait, les taux d'intérêt hypothécaires ont diminué de 0,25 % aujourd'hui, ce qui est une bonne nouvelle en soi. C'est pour essayer de contrer, OK, en ce moment, là, c'est un move très agressif pour essayer de contrer les taux de chômage qui n'arrêtent pas d'augmenter partout au Canada. On le sait, le taux de chômage a été très, très bas, OK, pendant plusieurs années. Là, il y a eu la pandémie. Les différents du gouvernement ont mis en place des mesures qui ont permis aux Québécois ou aux Canadiens de rester à l'emploi des entreprises. Et là, les taux d'intérêt se sont mis à augmenter. Pourquoi? On voulait contrer l'inflation. Mais quand tu fais ça, qu'est-ce que ça fait? Les entreprises sautent dans les emplois. Et là, il y a eu énormément... Tu sais, il n'y a pas une journée depuis un an où il n'y a pas un licenciement collectif. Un licenciement collectif, là, ça veut dire plus de 10% de la masse salariale d'une entreprise. Alors, quand on lit dans les journaux, telle entreprise a fait un licenciement collectif, ça veut dire qu'elle a sabré 10% de l'ensemble de ses travailleurs. Mais il y en a eu tellement que là, la Banque du Canada n'a pas le choix de réagir, donc elle diminue les taux d'intérêt. Donc, c'est pas du tout, à mon sens, pour aider le marché de l'immobilier, là. Non, c'est vraiment c'est pour une autre raison. Oui, c'est pour freiner la hausse du chômage. Par contre, comme tu le sais sûrement, quand on descend les taux, ça affecte aussi, OK, les placements garantis. Parce que les placements garantis des retraités... Ça affecte les épargnes. Ça affecte négativement les épargnes, ça affecte positivement les emprunts, évidemment. Mais est-ce que ça ramène plus d'argent dans les poches des gens pour créer plus de dépenses des ménages qui mèneraient à la réembauche de gens? C'est pas ça l'axe. L'axe que tu évoques, toi, c'est que c'est pour permettre aux entreprises de se financer à moins cher pour pouvoir maintenir leurs activités. Ben oui, parce que même ma propre entreprise, qui est beaucoup plus petite, mais j'ai dû diminuer de façon importante mes dépenses en recherche et développement, en innovation. Pourquoi? Tu comprends que si le taux d'intérêt était à 5 à l'époque, ou proche de 5, là on est à 4,75, 4,50, ben les banques prêtent à 10 à des entreprises, entre 8 et 12 même. Ce qui fait en sorte que moi, j'ai ralenti les dépenses, mais là, si ça continue à diminuer, je vais peut-être décider avec mes actionnaires d'emprunter, OK, pour innover, ce qui fait, tu sais, c'est complexe tout ça quand tu regardes, mais en ce moment, je pense, oui, ça va donner, si tu veux, un petit répit à la classe moyenne du Québec. Sauf que les taux d'inflation ont été tellement importants, juste dans notre panier d'épicerie, que je pense pas que le 0,25, c'est sûr qu'il fait du bien, là, on se plaignera pas de ça. Mais c'est pas ce qui va on se permettra pas de s'acheter des gros T-bones à soir là, pour le barbecue là, à 0,25, là, tu comprends? Puis on changera pas de maison, puis tu t'achèteras pas une deuxième résidence, là. Mais ça va aider. Moi, c'est drôle que tu dises ça. C'est drôle que tu dises ça, Philippe Richard. J'étais à l'épicerie l'autre jour à côté de chez moi, puis j'ai vu ce que moi, j'ai jamais acheté, mais quelqu'un m'a dit que c'était très à la mode, les tomahawks. Hein? Donc, une grosse pièce de bœuf. Hey, je me suis dit, mais voyons, non, mais d'accord, je comprends, puis c'est une belle pièce de viande, mais j'ai vu le prix, 60 pièces la livre. En tout cas, le morceau de viande que j'aurais pu prendre comme une baguette de pain coûtait 100 et 56 sous à l'épicerie du coin à côté de chez nous. Je dis, ben voyons donc. Mais ça, c'est des affaires exceptionnelles. C'est pas tout le monde qui s'achète ça. Mais effectivement, les prix à l'épicerie, c'est faramineux, là. Les fromages ordinaires, industriels, sont rendus, avant, c'était régulièrement soldé à 3 $. C'est rarement en bas de 4. C'est quand même une hausse de 25 %. C'est pas une petite baisse du taux d'intérêt qui va changer grand-chose au prix du fromage en tranche, je pense. Effectivement. Mais encore une fois, je pense que ça peut quand même aider, là. Ça va donner un répit aux familles québécoises.
Est-ce qu'il va y avoir d'autres baisses de taux? Moi, je pense qu'il va en avoir d'autres. Il y a une autre rencontre au mois de septembre, donc ça peut pas nuire. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie de certaines diminutions. C'est de voir, encore une fois, il y a plusieurs indicateurs qu'il va falloir surveiller, l'inflation, le taux de chômage, aussi le nombre de constructions neuves qui sont mises en chantier, etc. Donc, c'est une amalgame de choses qu'il va falloir prendre en considération, mais on est sur la bonne voie. Là. Je pense que on va appeler ça les mois noirs, sont terminés, sont derrière nous. Les mois les plus sombres. Ben ça, c'est une bonne nouvelle, Philippe Richard. Ça fait plaisir à entendre des bonnes nouvelles. Donc, d'après toi, là, on est du bon côté là, de la côte. Ça descend, là. Ça va aller mieux. Ça va être plus facile. Ben oui, puis ça va avoir un effet. Ça prend toujours quelques mois, mais le fait qu'on fasse ça au mois de juillet, moi, je pense que ça va amener des entreprises à réembaucher ou rappeler des travailleurs, pas demain matin, mais au mois de septembre. Alors, je pense que on est vers la bonne voie d'une petite reprise économique parce qu'encore une fois, à chaque fois qu'on diminue les taux, ben les plus nantis dépensent un peu plus. Donc, ça aide certaines classes, mais qui vont amener un certain momentum dans l'économie. Puis d'ailleurs, je lisais dans les journaux ce matin qu'il y a beaucoup de gens qui évoquent aussi que ce qui a contribué à la hausse du taux de chômage actuel, c'est aussi factuellement une trop grande arrivée de gens disponibles au travail par les frontières. Des étudiants, des gens qui arrivent et qui ultimement, même du côté des étudiants, moi je me rappelle, ou du côté des emplois d'été, c'était important d'avoir une subvention pour les emplois d'été parce qu'on voulait avoir du monde, on cherchait du monde partout. Maintenant, chez les étudiants, il y a un très gros taux de chômage. C'est vraiment une nouvelle réalité qui est apparue très brusquement. T'es la première personne qui m'en a parlé. Encore aujourd'hui, je suis toujours étonné de voir à quel point ça demeure comme sérieux et qu'aujourd'hui, un peu comme quand moi j'étais petit, se trouver un emploi d'été, c'est pas simple. Non, pas du tout. Puis en fait, je vais vous parler d'expérience personnelle. Là. Mon garçon est dans la région de Québec pour ses études. C'est un footballeur, il joue au football là, pour un cégep, donc ils ont des horaires un peu atypiques parce qu'il doit s'entraîner, etc. Donc, un employeur, c'est déjà un peu compliqué parce qu'il faut trouver un employeur qui permet ces horaires-là. Cet été, incapable de se trouver un emploi. Incapable, à moins que tu veux avoir travailler de nuit, des horaires qui ne fonctionnent pas. Mais ça, mon garçon peut travailler depuis maintenant 4 ans, mais c'est la première année que ça lui arrive où ça a été extrêmement difficile de trouver un emploi. Puis pourtant, on n'arrête pas de dire qu'on cherche des employés partout. Oui. C'est ça qui est confondant. Paradoxal, absolument. Ouais. Puis, tu as été le premier à me parler, évidemment, de cette transaction qui a eu lieu avec Héroux DevTech. Aujourd'hui, on voit que la pilule passe pas. Hein? On a vu des échanges houleux entre notre économiste et le ministre Fitzgibbon. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que le gouvernement aurait dû être notifié et ou intervenir. Et l'acteur, le bras du gouvernement, là, c'est la Caisse de dépôt. Oui, il faut faire attention parce qu'il est facile de blâmer la Caisse, il est facile de blâmer Investissement Québec, mais en aucun cas, au pourcentage d'actions que la Caisse de dépôt et que l'Investissement Québec avait dans Héroux, ils n'avaient pas à être consistants. Tu comprends? Bon, il n'y avait pas un point de vue décisif, il n'y avait pas un droit décisionnel important. Alors, c'est facile de dire c'est de la faute de la Caisse puis de la faute d'Investissement Québec. Ce qu'il faut se dire, c'est que tu as un patron d'entreprise, OK, qui a décidé, lui, de passer à la Caisse. Ça, quand tu es dans une entreprise privée, OK, ton but dans la vie, c'est un jour de passer à la Caisse. Ben oui. Et lui, il l'a dit clairement, poliment, respectueusement, ses enfants ne sont pas dans la business. Et il voulait une opportunité pour cristalliser la valeur qu'il a créée au fil des années. Il a décidé de vendre. Ça, c'est correct. Bon, est-ce que il aurait pu appeler Investissement Québec de lui-même ou la Caisse de dépôt? Peut-être, mais je peux comprendre comme entrepreneur pourquoi il ne l'a pas fait, parce que le dossier se serait politisé, comme il est en train de se faire en ce moment. Mais a posteriori, fait que lui, il est content, il a eu son chèque, il a vendu ses affaires. Et il a aussi, puis là, ça devient un peu plus discutable. Là, tu voudrais que Warren Buffett téléphone à M. Labbé et dire « Oh, come on, pourriez payer vos impôts. » Oui, non, mais tu sais, il y a un paquet d'affaires comme ça. Là, bon,
ce qu'on a appris après ça dans les médias, c'est qu'ils ont, avant la transaction, utilisé des superfuges fiscales très agressifs avec des compagnies de gestion. Mais encore une fois, c'est légal. Ça existe. La Caisse de dépôt elle-même fait ça. Donc, la Caisse de dépôt, by the way, a à peu près 1 milliard de dollars dans des paradis fiscaux là, en ce moment, de dollars d'investissement. Donc, voyons donc. Arrête, là. Ben oui. Quand la Caisse de dépôt investit à l'étranger, en Asie, dans des pays un peu, je vais appeler spécial, OK? Ben, je pense pas que c'est Montréal qui fait un chèque, là. C'est envoyé dans un paradis fiscal. Le paradis fiscal fait l'investissement. Puis quand je dis un paradis fiscal, il faut faire attention, là. L'Irlande, à 2 Oui, c'en est un. Mais tu sais, c'est un pays démocratique, là. Il y a des lois, il y a un premier ministre. Donc, c'est des pays où la fiscalité est différente de la nôtre. OK? Alors, ça, encore une fois, c'est utilisé par tout le monde. Mais ce que moi, je trouve drôle, c'est le premier ministre qui en est informé par après, dit « Je vais avoir, moi, une discussion comme premier ministre avec la Caisse de dépôt. » Ben, excusez-moi, monsieur le premier ministre. Il y a un mur entre les deux, hein? La Caisse de dépôt, c'est un organisme totalement indépendant. Ça a été créé par une loi. On a vu trop souvent le gouvernement aller justement au bureau du président de la Caisse de dépôt et lui dire « Tu vas faire cet investissement-là. OK? Et ça a mal tourné. La Caisse de dépôt, elle est indépendante. Il y a des gens extrêmement compétents qui travaillent là. OK? Ils savent ce qu'ils font. Puis, by the way, j'ai été très critique envers la Caisse de dépôt au fil des années sur certains investissements. OK? Mais quand même, c'est un organisme indépendant. Puis là, pire que ça, le ministre Fitzgibbon sort dans la même journée que le premier ministre pour dire « Ouais, finalement, M. Legault a dit qu'on va freiner le départ de sièges sociaux, mais on n'y réussira pas. » Alors, moi, je trouve toujours hilarant. Ce duo-là là, me fait rire parce que Pierre Fitzgibbon et le premier ministre sont rarement synchronisés. C'est peut-être de très bons amis, mais il y en a un qui est un politicien, puis l'autre, c'est un gars d'affaires. Puis ça ne te dérange pas de déranger. Mais encore une fois, c'est peut-être pour ça que ça fait un bon duo. Encore une fois, s'il avait été pareil, sauf que quand tu es de l'externe, tu sais, moi, j'ai pas accès à ce qu'ils se disent, j'ai pas accès aux discussions entre eux, mais de l'extérieur, dans la même journée, le premier ministre dit « On va sauver les sièges sociaux au Québec », puis le ministre Fitzgibbon dit « Ça n'arrivera pas ». C'est juste comique de voir cette dynamique-là. Mais encore une fois, l'érosion des sièges sociaux d'entreprises québécoises, si on voulait faire un arrêt de ça, il faudrait faire comme certains pays que tu n'aimes pas, là, l'Arabie Saoudite, etc., parce que bon, c'est des pays très riches, mais qui ont, au niveau des droits de l'homme, le pétrole et tout ça, ils ont créé ce qu'on appelle des fonds souverains. OK? Puis les fonds souverains, mais ça fait que c'est le gouvernement qui devient actionnaire des business. Là. En d'autres mots, il faudrait prendre tout l'argent qu'on met dans la caisse de dépôt, OK, comme épargnant, et la mettre dans Investissement Québec. Là, avec Investissement Québec, le gouvernement du Québec deviendrait actionnaire en lien direct avec les entreprises. Comme il l'est avec Airbus. Exactement. Mais ça... Pas sûr que c'est nécessairement avantageux, oui, c'est ça. Non, c'est ça, je te dis. Mais si tu veux freiner l'érosion des sièges sociaux, capitalise plus Investissement Québec au détriment de la Caisse de dépôt. Sauf que Investissement Québec, c'est un bras politique du gouvernement du Québec. Là, le premier ministre peut appeler, le ministre Fitzgibbon peut appeler pour dire « T'investis là-dedans ». Oui, c'est ça. Mais bon, moi, je pense que ça sujet à des gouvernance. Ben oui, sujet à des pressions politiques, à des paniques reliées à des résultats de sondage, etc. Pas sûr que c'est une bonne affaire. Philippe Richard, bon séjour, on se reparle demain? Merci, à demain. Salut!